Ouais, je suis un peu à la traîne en création de vidéos en ce moment avec tout ce qui se passe. Je viens de passer une nuit assez compliquée où j'ai dormi que 4 heures et pourtant on est parti pour 1 heure de commentaires de match. Cette vidéo est sponsorisée par des boissons énergétiques beaucoup trop caloriques pour moi. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On va enfin pouvoir commenter, avec certes un peu de retard, la finale du tournoi scellé du Festival International des Jeux à Cannes. La finale du tournoi scellé du vendredi. Et donc on va pouvoir voir durant ce match Kiwi, qu'on a vu remporter la demi-finale dans la vidéo précédente, face à un Buff, un autre joueur, qui a remporté évidemment l'autre demi-finale. Kiwi faisant partie de la team TSI, la team que voici, vous la connaissez bien. Buff, lui, n'avait pas spécialement de team à faire revendiquer. Cependant, de ce que j'ai compris, c'est quand même un joueur habitué aux jeux de cartes et qui a fait quelques perfs dans d'autres jeux comme Magic par exemple. Donc un match aux enjeux élevés, vu que c'est comme une victoire au tournoi scellé du Fiche, ce qui est plutôt cool quand même comme réussite. Au niveau des tapis, encore une fois, vous le savez, c'était vraiment pas prévu que je stream, donc les joueurs ont pu prendre les leurs parce que j'ai pas pu en prendre moi de mon côté à leur mettre. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même les petits compteurs de l'or nickel en bas, ceux qui sont bien en plus pour le coup. Et on va pouvoir avoir donc un match de scellé, donc attention, toutes les couleurs sont permises. Là, c'est vraiment les joueurs qui jouent avec ce qu'ils ont pu réussir à trouver dans leur booster. C'est du BO3 sans time, et on va tout de suite commencer à lancer la vidéo en fait, comme ça je peux continuer à parler pendant que nos joueurs font leur mulligan, etc., leur coupe de deck, blablabla. Mais donc, on est parti pour un match qui va être assez intéressant, qui va être plutôt long. De toute façon, vous voyez un peu la durée de la vidéo, donc vous vous en doutez que ça va être un match long. Moi, j'ai le souvenir que c'est allé assez loin. Par contre, vu qu'il n'y avait pas de time particulièrement, je ne connais pas le résultat du match. Je ne sais pas si jamais c'est un 2-0 ou un 2-1 qu'il y a eu durant ce BO3. Donc ça, on va le découvrir ensemble pour le coup. Toujours est-il que, bah voilà, il n'y avait pas de time, donc ils ont pu prendre le temps qu'ils voulaient. Ça va être intéressant de voir un peu ce que ça donne. Des fois, les matchs en scellé peuvent être assez longs si jamais les joueurs ont vraiment des bonnes réponses et s'échangent un peu coup pour coup. Donc là, je commande ça, on est le 12, donc pour la petite info, donc c'est après le fameux tournoi de Vernon, on a eu les résultats. Je pense que je vais faire une vidéo dans la semaine pour parler des différentes checklists, un peu analyser le tournoi de Vernon et commencer à analyser aussi un peu ce qui se passe au niveau de la méta pour le chapitre 3, méta qui est très intéressante car je trouve très saine, et bien que Rouge-Violet est toujours fort, ce n'est pas non plus une domination totale comme on a pu le voir au chapitre 2. Et du coup, il y a pas mal de decks qui se tirent un peu la bourre et qui peuvent gagner des tournois de manière relativement euh, tranquille, on va dire. Je sais pas si tranquille est un bon terme, mais en tout cas, ils ont leur chance. Pas mal de decks ont leur chance et ça rend la méta plutôt saine, plutôt intéressante. Qu'est-ce qu'on voit de bon? On voit une belle Marianne à droite, tout à droite de la main. On voit une Vaiana. Vaiana, très bonne carte. Elgar Sinclair. Vaiana, bonne carte dans ce format parce que, mine de rien, elle est 4-3 ou 3-4 avec un saisissable. Je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Mais déjà, un saisissable c'est fort, mais en plus elle a des stats à peu près ok pour pouvoir s'occuper des fois de certains personnages avant de faire d'autres choses. Ce qui la rend plutôt pas mal. Dans ce format, j'insiste bien. Parce qu'en dehors de ça, avoir insaisissable et ne pas avoir des moyens de faire beaucoup de lore, soit en ayant du lore de manière tout court, en ayant 2 ou 3 de lore, soit comme Jafar peut-être en améthyste, en ayant tout simplement une capacité qui permet de faire du lore de manière passive. Si on n'a pas ça, insaisissable, c'est quand même un peu moins bien. Alors on a enlevé le tapis. Pourquoi ils ont enlevé le tapis? Est-ce que c'était un joueur qui jouait sans tapis? C'est possible, hein, parce que je sais qu'il y avait des joueurs qui étaient sans tapis. C'est peut-être des gens qui commençaient à ranger, parce qu'il faut savoir que c'était assez tard déjà. Alors là, il devait être environ 18 h au moment du match. Le salon ferme environ à 19 h, donc il est plutôt 16 h 30 ou 16 h 45, un truc comme ça. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, il était peut-être déjà en train de ranger. Moi, à ce moment-là, pour éviter de me spoiler, comme d'habitude, je me mets loin et je discute avec des gens. Et on est parti. Le frisé qui va être mis en encre. Normal, en même temps, il n'est pas ouf. Pour jouer un petit Milo Touch. Alors, est-ce qu'on aura un Milo Alter? On verra. Pour l'instant, Milo Touch 1, 2, 2. Ce sont des bonnes stats et surtout, ce sont des bonnes stats pour un personnage à 1 au chapitre 3 parce que ça a 2 d'attaque et donc ça peut gérer les lieux à 4 de vie. Ce qui est vraiment important dans la méta actuelle. Je préfère vous prévenir, je vais boire pas mal, hein. Je suis vraiment très fatigué. On ancre offrir un don, l'événement qui permet de déplacer un dégât d'un personnage à un autre. On joue Kida. Oh, c'est beau. Ils refont la petite querelle d'amoureux dès le premier tour.
Kida qui, elle aussi, a un alter très intéressant. C'est vrai que c'est deux personnages du même univers qui ont un alter dans leur apparition. C'est assez intéressant à noter, je ne sais pas si ça a déjà été le cas avant qu'un univers ait deux personnages alter en même temps. N'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo si jamais il y en a, si jamais vous vous en souvenez, si jamais c'est le cas. Je trouve ça assez intéressant. Mais donc petite Kida, hein, même chose. Hein. Alors on va en créer une reine. La reine elle est pas trop mauvaise parce que 4 d'attaque, mine de rien, dans ce format c'est pas mal. De manière générale dans ce format on aime bien les trucs qui ont beaucoup d'attaque pour pouvoir gérer les lieux, sinon ils font beaucoup de lore de manière passive et ça peut être très compliqué. Alors c'est très cher Milo qui va faire un de lore. Donc lui, il part du principe que j'ai pas de T2. Ah, d'un côté, ouais, si t'as pas de T2, c'est compliqué. En fait, si jamais t'as un T2 à côté, c'est pas grave de faire ça. Parce que si jamais Kida attaque, là, il va trade. Bah, du coup, vous voyez, au final, là, tout de suite, Kiwi a un avantage de 1 de l'or. Et Kida, bah, qui a attaqué, n'a rien pu faire d'autre. Donc, Kiwi a un léger avantage. Mais Kiwi n'a pas de tour 2. Et c'est pour ça que ça devient intéressant de prendre notre trade avec Kida. Parce que ça donne un gros avantage, quand même, du côté de Buff. Il joue le Jim Hawkins à 2, qui est 3-2, qui a des très bonnes stats et dont l'illustration est incroyable, je trouve. C'est vraiment une de mes cartes préférées du set. Au moins top 5, je pense, facile. Mais du coup, est-ce que utiliser Milotouch au T1 était une si bonne idée, alors que potentiellement, bah là, ça aurait pu rester une menace pour Jim Hawkins en face. Partir à l'aventure quand il y a deux personnages à 1 qui sont 2-2 au premier tour, c'est toujours bien si jamais t'as un T2 ou un truc derrière, et si t'as pas peur d'un personnage qui a charge ou d'un personnage qui a des très bonnes stats en face. On ancre un kit, ça c'est très surprenant. Pour jouer Zaza, alors c'est encore plus surprenant. Kit c'est vraiment super fort. Alors Zaza, l'avantage en effet c'est qu'elle gère Jim Hawkins, donc Jim Hawkins peut pas vraiment faire grand chose, sinon bah, il sera géré par Zaza, ça serait un peu dommage. Mais après Kit ça aurait pu permettre de prendre un certain avantage en termes de tempo. En face on va ancrer Libérer les Titans. Une carte qui permet donc de gérer les objets ou les lieux. Et on va jouer une Elga Sinclair. Donc là, c'est vraiment le premier qui s'inclinera, aura une tapette. De toute façon, Jim Hawkins ne va pas s'incliner, Elga non plus. Donc Zaza n'a aucune raison d'attaquer ni de s'incliner. Sinon, elle se ferait gérer en un coup par Elga, ce qui serait terrible pour Zaza, parce que Elga en plus ne serait pas banni en faisant ça. Donc pour l'instant, début de partie un peu compliqué pour Kiwi, qui a, à mes yeux, peut-être fait une erreur en envoyant Milo à l'aventure au T1, sachant qu'il n'avait pas de personnage à 2. Il perd un peu de tempo là-dessus. Le fait d'avoir ancré le kit aurait pu, c'est dommage parce que ça aurait pu aussi lui permettre de remonter un peu la pente, en remontant le Jim Hawkins en main, en face, en fait, tout simplement. Et du coup, lui, il aurait eu kit, en face, il n'y aurait eu que Elga, il aurait pu poser Zaza plus tard, ou l'ancrer pour jouer autre chose, et il y aurait eu des choses à faire, peut-être. Kit, c'est vraiment une bonne carte, même en scellé. Hein. Scellé ou construit, c'est incroyable. On va jouer un Amadou Gentil, un 5 rempart de l'or, et on va jouer en rempart, justement. L'idée étant que si jamais l'adversaire veut attaquer Zaza, il faudra d'abord passer sur le corps d'Amadou. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que ni Elga ni Jim seront bannis par le fait d'attaquer Amadou. Et que du coup, les deux dors d'Amadou en plus sont pas utiles. Donc voilà, il va être géré très facilement. Donc on a envoyé une carte à l'abattoir. Tout ça pour faire un de l'or avec Zaza. Je suis pas très fan de ce move. Amadou Gentil, avec ses 2 de l'or, des fois il est vachement plus intéressant de pouvoir le poser de manière normale et d'utiliser son rempart plus tard, en faisant ses 2 de l'or. En face, on va jouer Frisé qui est vraiment pas très bon, hein, pour 4, 3, 5. Mais si jamais il se le déplace sur un lieu, il gagne plus 3 d'attaque pour ce tour-ci uniquement. Donc, pour 4, on a une 3-5. Si on paye 1 de plus, donc pour 5, on a une 6-5. Mais il faut avoir un lieu, il faut le déplacer dessus. Il faut que pour rentrer dans ce lieu, ça coûte que 1. Bref, Frisé, c'est pas ouf. On a ancré les adeptes de Tchernabog, donc qui s'auto-bannissent ou se remettent dans le deck, j'ai un doute, quand ils partent à l'aventure, pour piocher une carte, qui sont très intéressants. Alors, ça devient intéressant, et du coup, ça devient un bon play. Au final, du coup, ce qu'a fait Kiwi, a priori, c'est qu'il a forcé son adversaire à attaquer, avec Elga Sinclair au tour précédent, en posant Amadou Gentil, pour pouvoir derrière lui mettre un dégât et pouvoir finir Elga avec Zaza, d'autant plus qu'avec Belle Marianne, bah Zaza elle avait plus d'attaque, donc c'était super rentable. Maintenant, si jamais Buff veut gérer Zaza, faut qu'il envoie le Frisé et Jim, mais du coup il va aussi envoyer Jim à l'abattoir, ce qui fait donc 2 cartes pour une, vu que Zaza aura géré et Jim et Belle Marianne, et du coup ça rattrape un peu le fait d'avoir balancé Amadou Gentil se faire massacrer. Après Jim, de toute façon, il lui reste qu'un point de vie, donc il va plus faire grand chose. Le problème c'est que là, si jamais le Frisé attaque Zaza, avec l'aide de Jim Hawkins,
Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas un petit offrir un don, un truc qui traîne, un truc qui déplace un dégât? Parce que là, si on déplace le dégât de Jim Hawkins, ça fait un taf incroyable. On joue une grand-mère Tala. Non, on ancre une grand-mère Tala. Je me suis dit, attends, il n'y a pas assez d'encre, il n'y a pas assez d'encre. Et pour ça, qu'est-ce qu'on pose? C'est Maléfique légendaire, je crois. Maléfique légendaire qui dit... Alors ça, c'est vraiment bien joué. La Maléfique légendaire, qu'est-ce qu'elle dit? La Maléfique légendaire, elle dit quand vous piochez une carte, vous pouvez déplacer un dégât d'un de vos personnages sur un personnage adverse. Et en plus de ça, quand elle part à l'aventure, vous piochez une carte. C'est une carte incroyable pour ce format, bien évidemment. Parce que d'une, c'est de la pioche. Et parce que de deux, déplacer des dégâts dans ce format, c'est très fort. Parce qu'on a souvent tendance à avoir des personnages blessés. Là, le problème, c'est que Zaza, bah, il lui reste... Alors c'est très bizarre, ils mettent le nombre de points de vie restants sur les personnages plutôt que le nombre de dégâts. Ça me choque pas mal. Normalement, on fait plutôt l'inverse. Les dés sont pas trop visibles non plus, donc c'est pas pratique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Zaza a un point de vie, donc Maléfique au prochain tour, juste avec la pioche naturellement de buff, pourra mettre le dégât manquant sur Zaza, donc ce qui force un peu le trade entre Zaza et Frisé. Qui est plutôt à l'avantage de Kiwi pour le coup. Hein. Mais le problème, c'est qu'il va falloir gérer cette Maléfique. Après, bonne nouvelle, elle a pas de très très bonnes stats. Mauvaise nouvelle, en face, il y a un Jim Hawkins avec 3 d'attaque. Et donc, bah, Maléfique, elle pourra déplacer le dégât que Jim Hawkins a sur Marianne. Et du coup, d'ailleurs, Jim Hawkins pourrait prendre le trade. Alors, pour toi, on va jouer Balou. Non ancrable 0-3. Il est rempart. Et lorsqu'il est banni, vous gagnez de l'or. Donc, c'est vraiment un excellent moyen de faire du lore de manière passive. Alors là, voyons voir comment il va se débrouiller. Donc déjà, il pioche une carte. En piochant une carte, il va pouvoir déclencher Maléfique. Et donc transférer le dégât de Jim Hawkins, je pense sur la belle Marianne. Ça me paraît le plus logique. Parce qu'en fait, la belle Marianne, la mettre à 3 points de vie, c'est intéressant parce qu'elle pourra se faire gérer par Jim Hawkins derrière. Balou, tu le gères avec Jim ce tour-ci. Et prochain tour, tu pourras gérer belle Marianne avec Jim Hawkins. Ou mieux, tu empêches Marianne de pouvoir gérer Jim Hawkins. Par contre, il a rempart, hein, il a pas hors d'atteinte. Hein. Voilà, mets-le sur Marianne. Très beau play. Comme ça, tu gères Balou ce tour-ci avec Jim Hawkins, voilà, parfait. Certes, tu donnes de l'or à l'adversaire, mais de toute façon, Balou, une fois qu'il est en jeu, il va forcément donner de l'or à l'adversaire, c'est à peu près sûr. Ce qui fait quand même un petit avantage pour Kiwi. Petit avantage à lui en termes de l'or, mais pas vraiment en termes de bird, hein, pour le coup. Et là, le problème, c'est que bah, belle Marianne, elle pourra pas gérer grand-chose en face sans se faire bannir. Si elle attaque Jim, elle se fait bannir aussi. Mais sa présence est quand même un handicap parce qu'elle empêche une attaque sur Maléfique. On va ancrer Vaiana, ce qui est très surprenant parce que c'est une très bonne carte pour Samba. Pour 5, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a une deuxième Maléfique? Non, on a un Simba, c'est intéressant aussi. Simba parce que c'est 4-6, ce sont des bonnes stats. Et si jamais il bannit quelqu'un, et bien derrière, vous pouvez empêcher un autre personnage d'attaquer durant son prochain tour. Donc il y a des choses à faire. Là, le problème, en fait, c'est que Maléfique, c'est une grosse menace. Parce que les moindres dégâts mis sur les personnages du côté de buff peuvent se transférer d'ailleurs sur Kiwi. Et surtout, dès qu'il y aura un peu moins de menaces sur le board, et ben Maléfique, elle pourra partir à l'aventure et piocher. Et rien qu'une carte, ça fait la différence dans ce format. Vraiment, on est à la carte près. Il faut absolument faire le plus de cartes d'avantage possible, faire des trades les plus efficaces possibles, essayer de faire en sorte que vos personnages en bannissent 2 à l'adversaire, par exemple. Ce qui a été fait la plupart du temps, par exemple, ici. Ou tout du moins, ce qui a été recherché la plupart du temps ici. Qu'est-ce qu'il y a de beau Kiwi, on n'arrive pas trop à voir. Non, je ne reconnais pas la carte qu'on avait en haut de l'écran. On verra ça. Ah oui, et donc du coup, pour la petite histoire, de la même manière que pour la première vidéo, malheureusement... Oh, alors le frère Tuck, mais... Alors attendez, c'est vous pouvez ou vous devez? Parce que c'est le joueur. Oh, attention, il y a peut-être une erreur de traduction là. Attention, je le rappelle, frère Tuck, il fait défausser une carte au joueur qui a le plus de cartes en main et pas à l'adversaire qui a le plus de cartes en main. Erreur de trad. L'erreur de trad malheureuse qui fait faire un manquement au joueur. Peut-être, on va voir comment ils vont résoudre ça. Mais donc attention, si vous jouez frère Tuck, sachez-le, c'est bien le joueur qui a le plus de cartes en main qui en défausse une, et non pas l'adversaire. Et du coup, si vous jouez frère Tuck et vous avez toujours plus de cartes en main, eh bien malheureusement, aïe 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 aïe, ça a été mal utilisé. Il faut le savoir. Frère Tuck donc qui est joué une petite idée à côté pour essayer de reprendre un peu l'avantage sur le board, mais voilà, on n'a plus grand chose à faire du côté Kiwi, il lui reste une carte.
Mais donc avec ce petit manquement aux règles, bon après, en vrai, au pire des cas, il pouvait tout simplement jouer Kida avant Frère Tuck, et du coup il aurait fait défausser aucun des deux joueurs. Bon, normalement. Mais mine de rien, la défausse d'une carte est assez impactante, alors il peut rien faire avec Frère Tuck et Kida, il vient d'arriver en jeu. Et Marianne, faut pas qu'elle attaque. Évidemment, faut pas qu'elle attaque parce qu'elle a déjà un dégât sur elle. Je rappelle, le dé, on le voit très peu sur sa carte. Mais Belle Marianne, elle a un dégât sur elle. Et donc, si on attaque Jim Hawkins, pardon, eh bien, on se fait bannir. On est à 6 d'encre du côté de buff. C'est un bon chiffre. En général, on ne monte pas forcément à plus durant les parties dans les tournois scellés. Tout du moins, je vous le déconseille vivement. Parce que vous avez en général pas la pioche nécessaire pour monter autant en encre que dans des parties de construit. On va envoyer Maléfique à l'aventure pour piocher une carte de plus. Et là, ça va être quand même assez important parce qu'on a besoin de cartes, mais ça veut aussi dire que Maléfique pourrait être géré au prochain tour par notre ami Kiwi, qui enverra sûrement Belle Marianne dessus. Oh, ah bah non, ça par contre, ça change tout. On a pioché ou pas, peut-être, je sais pas s'il avait déjà en main ou pas, une Nani 3-6, 2 de l'or rempart. Personnage très très fort dans ce format parce que très très compliqué à gérer. Là, vous voyez, 6 de vie, il doit envoyer un sacré paquet de ressources dessus pour pouvoir la gérer. Et d'autant plus que dans l'opération, il y perdrait Belle Marianne et endommagerait sévèrement Frère Tuck dans l'opération. Et derrière, Buff, il pourrait tout simplement la soigner grâce à Maléfique. Donc là, Kiwi est dans une situation assez compliquée, on va pas se mentir. Parce que Nani, c'est une plaie dans ce format. De manière générale, tout ce qui a du lore et beaucoup de vie dans ce format, c'est une plaie, hein, parce que tu as vraiment du mal à arrêter l'adversaire. Ah, l'oiseau de feu, c'est une très bonne réponse. Et on peut attendre un tour. On peut complètement attendre un tour. Le défaut d'attendre un tour, c'est évidemment que Maléfique va pouvoir repiocher une nouvelle fois, potentiellement. Et je le redirai jamais assez, la moindre carte de card advantage qu'on fait, soit en piochant, soit en gérant des cartes adverses avec moins de cartes de notre côté, c'est vraiment le nerf de la guerre en construit. En scellé, pardon. On détape tout du côté de Buff, on a toujours 6 d'encre, ce qui est excellent. Du côté de Kiwi d'ailleurs, on est seulement à 5. Et peut-être ça lui jouera des tours à un moment. Il a toujours une carte en main, après il la garde, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop pourquoi il la garde. Il faudra voir. Peut-être un Tchernabog, hein. On sait jamais. Alors du coup, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que là, on a envie d'envoyer Maléfique à l'aventure pour piocher une carte de plus. Et on en profiterait pour envoyer Nani. En vrai, moi, j'enverrai tout le monde à l'aventure pour faire un énorme écart de l'or. Mais en même temps, c'est trop laisser l'adversaire choisir les trades. Et ça, c'est compliqué. On va en créer un Mickey. Alors ça, c'est ballsy d'en créer pour monter à 7 d'encre. Ah, il avait une carte à 7. Oh, le Maui Baleine. Et ça, c'est fort. Le Maui Baleine, je rappelle, il rentre en jeu incliné. Et l'idée, c'est que le Maui Baleine, il se redresse... non, il rentre pas en jeu incliné, pardon. C'est juste qu'il se redresse pas au début de tour. Et pour le redresser, il faut payer 2 d'encre. Mais en faisant ça, il ne peut pas partir à l'aventure ce tour-ci. Bon, pour un personnage qui est 8-8-1 de l'or, le but de toute façon, c'est pas trop de l'envoyer à l'aventure. Le but, c'est de pouvoir redresser Maui Baleine plein de fois pour faire plein de trades en face et pouvoir faire des tours assez costauds. On notera quand même le fait que du côté de Buff, on a peur de cet oiseau de feu parce qu'on n'est pas envoyé Maléfique à l'aventure et on pose un Billy Bones du côté de Kiwi, autre personnage qui sera encore plus efficace face à Nani, mais aussi face à Simba, ceci dit. 6 attaques 5 de vie, ce sont d'excellentes stats dans ce format. Et Billy Bones, c'est vraiment une bonne carte à avoir. De toute façon, de manière générale, dans ce format, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est le plus de cartes à 4, 5, 6 environ. Quelques cartes quand même à 1, 2, 3 pour faire la curve au début. Mais après, on va avoir que des grosses cartes pour pouvoir vraiment faire un taf de ouf. On va envoyer Maui à l'aventure parce que de toute façon, c'est gratos. Et on peut le redresser pour 2. Donc, Buff a un avantage. C'est que lui, il va pouvoir faire du lore comme ça de manière passive. En payant 2 chaque tour avec Maui. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment envoyer Maléfique à l'aventure? Ce sera un avantage énorme, tant en termes de lore, tant qu'en termes tout simplement de pioche. Mais en face, on a vraiment des très bons personnages pour essayer de prendre des trades. Et là, il y aura toujours le problème de Belle Marianne qui peut aller choper Maléfique derrière, qui peut aller la défier et la bannir. On va poser un petit Razoul. Razoul, c'est une 1-3, mais en vrai, c'est une 3-3. Juste quand il a pris des dégâts, il redevient 1-3. Il a 2 d'attaque en plus, tant qu'il n'est pas endommagé. Là, c'est vraiment une partie où une sorte de guerre froide s'installe, alors que Buff nous fait profiter de ses talents, ou pas, en matière comment ça s'appelle, de pen turning? Non, je sais plus, il y avait un nom pour pen spinning, il y avait un truc comme ça. Turning bâton de stylo.
Oh, le Robin des Bois pour 6, 4, 5, 4 de l'or. Et ça, c'est très, très, très fort. Ça fait beaucoup de l'or. On est déjà à 6 en plus du côté de Kiwi. Là, si on incline l'intégralité du terrain du côté de Kiwi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l'or. On monterait à 17. Et ça serait très compliqué d'ailleurs pour Buff d'essayer de repasser devant. Parce que déjà, il a un petit retard accusé. Que le tour où il devra forcément gérer le board adverse, eh bien, ces personnages à lui ne pourront pas partir à l'aventure. Et du coup, ça pourrait laisser le temps à Kiwi, le 1 de tour nécessaire pour faire les 3 de l'or restants. Mais là, attention, on est déjà monté à 11. Si jamais un autre personnage à 3 de l'or sort du côté de Kiwi, Kiwi peut one-shot la game. Il peut faire de 16 à 20 en un tour sans se faire gêner. Donc, Buff qui avait un léger avantage grâce à ce Maui qui fait un petit point de l'or par-ci par-là de temps en temps. Si jamais il n'arrive pas assez rapidement à remettre un gros personnage avec du lore pour essayer de contester ça, ça va être compliqué. Et il veut garder sa maléfique, il veut trouver un moyen de la garder en jeu, de pouvoir piocher plusieurs fois avec, mais c'est aussi parce qu'il veut absolument faire ça que la partie est sur une sorte de statu quo, cette guerre froide, comme je disais juste avant, où les deux joueurs se regardent dans le blanc des yeux sans oser s'affronter l'un l'autre. Alors, petite parenthèse, mais en vrai, ça me fait trop plaisir de recommander. Je suis en train de me rendre compte parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et là, je suis en train de kiffer de ouf commenter ces matchs. Alors que c'est du scellé, c'est du scellé. Donc, vivement qu'on puisse commenter du construit, vivement qu'il y ait des tournois où on pourra se présenter et vous faire un stream de qualité avec Romu. On a pas mal d'idées pour améliorer les choses pour les prochains streams. J'ai hâte de pouvoir mettre ça en place. De manière générale, sur la chaîne, il y a pas mal de choses que je vais mettre en place. Il y a juste des questions de temps ou d'argent. Mais encore une fois, on va essayer d'atteindre les 1500 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit... Oh le génie! Oh le génie! Alors attendez, je mets pause là dans mon discours parce que ce génie est ultra fort dans ce format. Je rappelle, ce génie pour 6, non ancrable. Quand il part à l'aventure, il retourne dans le deck et vous piochez 3 cartes. J'ai regardé mes doigts avant de faire les signes. Vous piochez 3 cartes. 3 cartes, c'est beaucoup. 3 cartes, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et ça pourrait vraiment tout changer. Alors que du côté de Buff, on pioche un bleu lumière, ce qui est sympa parce qu'on va regarder les 2 cartes du dessus de son deck, en mettre une dans la main et en mettre une en encre. Donc on va toujours monter en encre encore plus. Très bonne carte, le bleu lumière dans ce format. Même de manière générale, j'aime bien cette carte, hein. Franchement, c'est un sacré card d'advantage quand même de pouvoir choisir une carte en encre, une carte dans sa main. Et en plus, c'est du card d'advantage parce qu'au final, on prend 2 cartes. On fait quelque chose de 2 cartes différentes en payant une. Donc on fait une carte d'avantage. Le Maui qui va repartir, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à 12. Encore un perso à 2 de l'or du côté de Kiwi. Ou tout du moins, de manière plus générale, encore 2 de l'or à table. Ce que le génie va aller chercher. Le génie va chercher 3 cartes. Évidemment qu'il y aura un perso à 3 de l'or. Et en plus, il ne faudra même pas un perso à 2 de l'or. Il faudra un perso à 1 de l'or parce qu'il sera à 7. Voilà. Là, il est à 7. Il n'a même pas besoin de prendre de risque. Il va remélanger son deck. Il pioche 3 cartes. Ce génie est vraiment trop fort dans ce format. Et mine de rien, Buff qui, en grande partie à cause de Robin des Bois, mais même de manière générale, à cause de son immobilisme, à cause de sa volonté à ne pas avoir voulu envoyer Maléfique plus Nani quand il y avait l'oiseau de feu en face, de peur de se faire gérer son board, mais il avait de quoi reprendre le board derrière. Le Maui, il aurait fait un carnage incroyable, Simba aussi. Et mine de rien, cette volonté de vouloir attendre d'avoir une situation plus favorable pour envoyer Maléfique à l'aventure et piocher des cartes, se retourne contre lui parce que son adversaire, tout simplement, pioche de meilleures solutions. Et là, le génie, vraiment, pour moi, il va clore la game. Hein. Parce que là, donc, je rappelle, on a 4, 8, 9, 10, 11. Oh, il reprend le génie. Oh, la purge. Le génie est un peu plus dalmatien. Donc, actuellement, voilà, on a 13 de l'or sur le board. Point. Prochain tour, Kiwi monte à 20. Donc là, la question, elle est très simple, c'est comment tu comptes arrêter ça, Buff? Est-ce que tu as un prince Eric? Est-ce que tu as un dégât direct? Est-ce que tu as quelque chose qui peut empêcher l'adversaire? Voilà, ils sont en train de compter. Et il lui dit, prochain tour, je fais les 20. Prochain tour, c'est fini. Ce génie, il est vraiment trop fort dans ce format. Même tout court, en vrai, je trouve que c'est une excellente carte, hein, vraiment, pour 4, aller piocher 3 cartes en faisant de l'aventure, là. 5 points de vie, donc pas simple à gérer. Bon, sauf évidemment avec les cartes de Zeus, parce que les cartes de Zeus, on va pas se mentir, c'est comme on fait du dragon sur 90% des personnages du jeu. Mais voilà, et là maintenant, on va essayer de trouver des solutions avec Magnifique, mais c'est trop tard, malheureusement, c'est trop tard. On fait de l'or, on trouve une solution ou pas, mais même un prince Eric, ça suffit pas. Là, ce qu'il faut, c'est qu'en soudain sur 20 Zeus, il faut un kit pour remonter un personnage en main, et en plus, il y a de nouveau le génie, donc même si jamais Kiwi il finit à 19, le génie va refaire piocher 3 cartes.
C'est horrible. Et on va faire du lore avec tous les personnages, mais non, c'est fini. Enfin, à ce compte-là, tu peux abandonner. Pensez à vos casteurs, pensez à vos commentateurs. Quand la partie est finie, vous avez le droit d'abandonner. Plutôt que de monter à 12$ pour perdre lamentablement le tour d'après parce que l'adversaire il monte à 20. Bon, 15$, ok, 15$. Mais non, malheureusement, Kiwi va monter à 20$ avec son board de 13$ et bah voilà. L'escalade nucléaire aura porté ses fruits pour Kiwi. J'aimerais faire plein de références à la guerre froide, mais le côté familial, friendly de ce stream m'en empêche. Donc on va s'arrêter là pour les refs. Et qu'est-ce qu'on joue de plus? Voilà, un Billy Bones, un puppy, mais... Enfin non, même pas un puppy, un botch. Un putch, j'ai un doute sur le nom. Potch. J'ai encore pensé à WWE, pardon. Butch, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, bah voilà, là, Kiwi, bah il va faire 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, mais ils font leur tour. Mais non, mais il y a assez. Attendez, j'ai pas mal compté. 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah oui, c'est fini. Pourquoi tu comptes? Qu'est-ce que... Pardon? Mais... Mais il y avait 13 sur le board, Kiwi, qu'est-ce que tu nous fais? Attendez. J'ai pas rêvé. Belle Marianne, Prince Attack, ça fait 4, plus Robin des Bois, ça fait 8. Et il y avait 5 personnages à 1 qui étaient déjà là. Donc ça faisait 13, 8 et 5, ça fait 13, je ne rêve pas. Ah les gars, il faut compter, hein. Ah là les gars... Ah Kiwi, si tu perds la finale là-dessus... Il y a moyen d'être salé, hein. Ah là là, ils ont mal compté. Et du coup, c'est pour ça que Buff, il a pas abandonné. C'est que lui aussi, il a mal compté. Oh, c'est terrible. Mais non, mais je rêve pas, hein. Si jamais je dis n'importe quoi dans les commentaires, n'hésitez pas à me reprendre, que je puisse voir. Mais là, pour moi, clairement, il avait ce qu'il fallait. Avec l'oiseau de feu. Il y avait ce qu'il fallait. Je sais pas dans quel monde ils ont mal... Enfin, je comprends pas. De toute façon, là, le board en face est intégralement incliné, donc il a clairement de quoi massacrer ce board d'en face. Et il a pas le choix, de toute façon, en face, il est à 15. Mais il faut absolument, surtout, que son Robin des Bois parte à l'aventure, hein. Ça, c'est clair et net. Kida sur Jim Hawkins, pourquoi pas. La Maléfique, il faut la gérer avec Balmarian. Il faut gérer Maléfique avec Balmarian. Le génie, il faut qu'il repioche. Il faut gérer Maléfique avec Balmarian. Après, tu peux gérer quoi? Bah, Maui, t'as pas envie de le gérer, quoi. Donc, c'est lui qui va gérer tes persos. Il va sûrement gérer Robin des Bois, d'ailleurs. Il faut gérer Maléfique, hein. Oh là là, il faut gérer Maléfique. Il y a des dégâts en face. Il va y avoir de la pioche. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Bien vu, du coup. Oh, il avait le létal. Non, il avait le létal. C'est tellement triste. Le fameux létal, qui veut rien dire dans le jeu en plus, parce que, encore une fois, ça fait partie des nombreux termes qui sont repris d'autres jeux de cartes, alors que, bah... y a rien de létal, on a 20 de l'or, c'est tout. L'oral, voilà. Il est l'oral. On va peut-être inventer un nouveau terme. J'en parlerai à Romuald. Il est l'oral. Il pouvait gagner, il avait les 13 de l'or. Quelle tristesse. Donc, le génie, il faut qu'il parte à l'aventure, hein. En face, il reste combien? Il reste 1, 2, 3, 4. Donc il peut pas finir tel quel. Mais attention, on sait qu'il y a des cartes qui font du lore directement en rentrant en jeu ou en étant joué. Donc il faut se méfier. Mais là, en même temps, s'il veut gérer Razoul, c'est un peu embêtant. Pour moi, le génie... Ah ouais, il l'envoie sur Razoul. Ouais, il prend pas de risque. De toute façon, Robin des Bois, faut qu'il parte à l'aventure. Frartok aussi. Le Puppy aussi. Faut que tu montes en lore, hein. T'as pas le choix. Sinon, tu vas être trop à la traîne. Oui, Maui va gérer Robin des Bois, mais ça veut dire qu'il fera pas du lore et donc il sera pas l'oral au prochain tour. Voilà, tu fais tes 7 points de lore. Peut-être tu te rends compte qu'il te manquait 6 et qu'en fait Belle Marianne, Kida, Buddy Bones, Génie et l'autre personnage que j'ai oublié, bah ça les faisait.
Et on joue Archibald et on joue Yago. Yago qui est insaisissable, donc ça va être embêtant à gérer pour son adversaire. Donc il y a 14 à 15 si je ne me trompe pas. En face, ça peut monter à 18 sourcils, mais ça ne peut pas monter plus haut. Et clairement, il faut qu'il gère le Robin des Bois. Donc Robin des Bois va être géré soit par Maui, soit par Botch. Mais à mon avis, Maui peut faire un carnage sur ce board en face, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont peu d'attaque, et vu qu'il peut se redresser pour deux à chaque fois, il peut vraiment faire extrêmement mal. En face 14, il n'y a que Archibald et Yago qui sont debout, donc il ne peut pas finir en un tour derrière. Mais là, Maui, il peut faire un carnage. Hein. Maui, par exemple, il peut attaquer le Puppy, Frère Tuck et Robin des Bois. Ou alors encore mieux, quitte à faire ça, il peut attaquer Robin des Bois, Puppy, puis Belle Marianne. Comme ça, il optimise un peu en termes de dégâts sur le lore adverse surtout. Et d'ailleurs, Billy Bones peut aller gérer Belle Marianne et c'est compliqué. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup en face. Hein. Il y a quand même beaucoup en face. Billy Bones en bas qui est qui a 2 dégâts sur lui si je ne me trompe pas. Et oui, les restes de la maladie. Hein. Mais ouais. Moi. Je sais pas comment il s'en sort, Buff, du coup. Mais Kiwi, il pouvait win il y a 2 tours, quoi. Ah bah tu m'étonnes que les matchs, ils font 1h08 si jamais les joueurs, ils font pas l'oral quand ils peuvent. Alors, bien évidemment, je tiens à rappeler que on a le droit de vanner quand on fait des vidéos sur les joueurs. Mais il ne faut pas se moquer pour autant, parce que je rappelle que ces joueurs, ils ont fait une journée entière de tournoi, que c'est la finale. Donc, leur cerveau, c'est de la compote. À ce moment-là, il y a la pression en plus du match, il y a des gens qui regardent autour, donc évidemment, on peut rigoler des erreurs, mais ces erreurs, on les aurait peut-être tous fait en étant au même niveau. Déjà, si on était arrivé au même niveau. Donc, relativiser. Le petit patch, oui c'est patch, je me souviens. C'est patch parce que c'est la nicotine. Oh, une eau plus purifiante. Intéressant, parce que du coup, on va pouvoir soigner bien efficacement tous ces personnages en la bannissant tout de suite. Et derrière, Maui va pouvoir refaire des défis de manière efficace. Il va repayer 2 pour le redresser encore une fois. Il va pouvoir réattaquer Belle Marianne. Et peut-être même derrière... Ah, il y avait peut-être le Dalmatien à faire avant. J'ai pas compté les points de vie, mais... Ah non, il voulait jouer Nick Douille. Mais je pense que c'était plus rentable d'envoyer Maui sur le Dalmatien en plus. En face, donc, maintenant, on a 4 de l'or. Donc on peut monter à 18, mais pas plus. Du côté de Buff, on a vraiment sacrifié le board. Oh, le Prince Eric, c'est si fort dans ce format. Voilà, on joue le Prince Eric et on dit, bah je m'arrête là. En face, à 6 de l'or. Donc c'est même pas le côté bannissement qui est gênant, c'est juste le côté, bah en fait mec, si tu me gères pas un de mes persos là tout de suite, j'ai gagné. Ah, il va quand même faire le lore maintenant. En vrai, oui, pourquoi pas. Ça fait du lore en plus, ça force à devoir gérer le board, complètement. Voilà, on monte à 18, et là c'est en mode, bah vas-y, faut que tu gères Archibald, faut que tu gères Prince Eric, et au moins un des 2 personnes entre Yago et le Puppy. Et le petit Dalmatien. Et là ça commence à faire beaucoup. Et là ça commence à faire beaucoup, et en face on a un Kit. Ah, Kit, c'est dommage qu'il ait pas pioché le tour d'avant. Kit, c'est 3 de leur garantie. Plutôt que Nick Douille, s'il avait pioché Kit, ben, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais là, on n'a pas de quoi gérer Yago, donc on va gérer le Dalmatien, voilà. Et on va envoyer Nick Douille faire du lore, mais bah, en face, en fait, il y a encore de quoi faire. Et là, on va jouer Kit, mais Kit, bah voilà, c'est fini. Et c'est fini donc 1-0 pour Kiwi sur ce premier match. Mine de rien, un premier match d'une trentaine de minutes, donc quand même costaud. Premier match pour Kiwi, maintenant on va pouvoir voir si jamais la raison pour laquelle c'était une partie très longue pour ce BO3, c'est est-ce que Kiwi va remporter la deuxième de manière très longue, ou est-ce que Buff va remporter la deuxième et il y aura une troisième game derrière. Ça c'est l'interrogation. Je trouve que les compteurs en bas ils ont un petit reflet désagréable. Normalement qu'on trouve une solution pour les compteurs. Ah, petit pet dans la caméra j'ai l'impression.
Pourtant, normalement, j'avais pas mis le zoom auto, donc c'est bizarre. Normalement, j'enlève le zoom auto sur les caméras, justement, comme ça. Bon, on verra. Ah, c'est marrant, je suis en train de penser au même des différentes façons de mélanger les cartes et de votre alignement à Donjons et Dragons en fonction de votre façon de mélanger les cartes. Et Kiwi, bah, il est neutre mauvais parce qu'il l'a fait à la Las Vegas au début. Alors que Buff, il a fait du pile shuffling, donc c'est du loyal bon. Voilà, sachez-le. De mon côté, je fais partie du neutre-neutre, du trou neutral. Parce que je mélange en mettant les deux paquets comme ça de manière à peu près efficace. Alors qu'il y avait un petit écart, on s'est décalé un peu, on s'est remis sur la chaise du côté de Kiwi. Deuxième game entre Kiwi et Buff pour cette finale du tournoi scellé du Fige à Cannes. On est reparti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de bon? On a un lieu dans la main de Kiwi, qu'il a enlevé dès le début. Donc ça devait pas être un lieu 1, ça devait être un truc genre Fang ou... Ouais, je crois que c'était Fang vu la couleur. C'était une carte sombre, c'était pas une carte lumineuse comme le palais de Cusco. J'ai tellement envie de remater Cusco d'ailleurs en ce moment. Faut vraiment que je le fasse parce que j'ai maté des petites scènes sur YouTube de Cusco. J'ai très envie de le revoir. Film incroyable. Film qui je pense est dans mon top 5 des vieux Disney. Ne serait-ce que pour le personnage de Kronk, bien évidemment. D'ailleurs, je rebondis, mais Vaiana 2, Vice Versa 2, on va en manger du bon Disney dans les jours à venir. Et peut-être que du coup, il y aura des choses par rapport aux cartes. Ça pourrait être sympa. Bon, Vice Versa non, parce que du Pixar, mais Vaiana 2, on aura sûrement des cartes quand ça sortira. Il y aura sûrement un lien. Parce que je pense que Ravensburger aurait tout à fait raison de profiter de la sortie de films Disney célèbres pour faire des cartes liées à ces univers dans le jeu de cartes Lorcana. Alors qu'on a de nouveau un lieu, c'est un lieu gris j'ai l'impression. Je crois que c'est Nottingham, mais je suis pas sûr. Dans la main de Kiwi. Alors, Pandar qui est envoyé en encre, et on n'a pas de tour 1 du côté de Buff. De l'autre côté, on va ancrer Bobby, et on va jouer quoi? Est-ce qu'on a un T1? Ah non, c'est le manoir d'enfer. Donc c'était pas du tout un lieu gris. Comme quoi. Non, mais c'est à cause du reflet. On ancre une Kida, dommage le tour 1 qui arrive au tour 2, la fameuse pioche qui fout un peu les boules. Parce qu'en plus Kida aurait pu être sympa pour gérer un peu le manoir d'enfer, parce qu'il va faire un peu de l'ordre de manière passive quand même. Et on va jouer une autre Kida, mais une Kida rempart. Alors pourquoi on la joue en rempart? C'est une bonne question. Parce que là, si jamais on a un petit Stitch charge, bah c'est tout bénef. On va gérer une Kida comme ça tranquillement. Donc ne jouez pas forcément vos personnages en rempart, même s'il n'y a rien en face. Petit conseil de jeu pour le coup. Parce que ouais, le Stitch charge, là, il est un peu embêtant. Hein. Qu'est-ce qu'on a de bon? Donc on a fait un de l'or du côté de Kiwi, bien évidemment. Et on va pouvoir peut-être jouer un tour 2. Mais là, à mon avis, il est en train d'hésiter entre les tours 2. Alors on a Vaiana en main, qui est une très bonne carte. Et je pense qu'il hésite plus sur ce qu'il va ancrer. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact des insaisissables, même si jamais... Ah, mais c'est la Vaiana Alter, donc oui, elle est vraiment moins intéressante pour le coup. Et qu'est-ce qu'on joue de beau? On a un Triste Cire, et je pense que Triste Cire c'est pas mal justement, parce que ça pourrait soit gérer Kida au besoin, soit juste partir à l'aventure et faire du lore de manière passive. Ah, Triste Cire me paraît vraiment pas mal. Hein. Il faut incliner son encre par contre. Mais bon, là, c'est pas grave. Mais attention, pensez-y, parce qu'en tournoi, un adversaire peut être un peu embêtant si vous inclinez pas vos encres régulièrement et que vous oubliez un peu trop. Ça pourrait vous donner un warning. Kida qui va partir attaquer le manoir d'enfer pour commencer un peu à l'endommager, je pense. Je sais pas si le manoir d'enfer il est pas foil en vrai avec la façon dont les encres et tout ressortent. Je pense que c'est un foil. Hein. Et on joue lequel? Bah, c'est un puppy, non? Ah non, c'est pas un puppy, non, pardon. On ancre un des chiens, c'était celui qui a support, je sais plus comment il s'appelle. Et on joue Elga, la fameuse Elga. Ah non, on a fait quoi? Mais si, on a fait des dégâts, on a fait du lore avec Kida. On a fait du lore, parce que Elga peut très facilement s'occuper du manoir d'enfer toute seule. Pourquoi pas?
On ancre une carte, j'ai pas trop eu le temps de voir ce que c'était. C'était pas un kit, mais c'était un truc vert similaire. Peut-être un turbo, un truc comme ça, ou un star key, j'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on a de beau pour 3? Pour 3, on a Tui, mais Tui, ça coûte pas 3, ça coûte 4. Non, Tui, ça coûte 3? Ah non, voilà, oui. Yago. Oh, on part vraiment sur un gameplay insaisissable du côté de Kiwi. On va pouvoir faire du lore de manière passive, de manière très forte. Oui, d'ailleurs, ce que j'allais dire, il a oublié le 1 de son lieu au début du tour, et maintenant il est à 3. Et en face, bah, ça n'a pas trop de quoi gérer les insaisissables pour l'instant. Hein. Donc ça pourrait faire du lore de manière très efficace. On va envoyer Elga Sinclair sur le lieu, évidemment. Kida va refaire un petit point de lore derrière. Mais là, de toute façon, on n'a pas trop de quoi gérer le board d'en face. Donc, léger avantage à Kiwi en termes de lore, mais pas forcément en termes de board, parce que cet Elga est une épine dans le pied. Pour 4, Buff, qu'est-ce qu'il joue de beau? Il joue le frisé, donc voilà. Maintenant, le board, il est clairement pour Buff, parce qu'avec le frisé, bah, il a beau avoir des stats nuls et être nul de manière générale. Bah, il est quand même 3-5, donc ça peut quand même faire des choses. Mais je le rappelle, le frisé n'est pas bon. Ce n'est pas un bon personnage. Pour 4-3-5, c'est juste un point de vie de plus qu'une garde-robe, hein, je rappelle. Pour un de plus, on espère avoir un peu plus. 4-5 serait mieux. Balou pour 3, est-ce qu'on le pose en rempart? Non, on le pose pas en rempart, on a envie de faire du lore avec. Donc là, on est vraiment dans une optique un peu rush du côté de Kiwi. Il va essayer de faire le max de lore le plus vite possible. Et vu qu'en face, ça pose que des personnages à 1 de lore, pour l'instant, c'est jouable. Je rappelle, Balou peut rentrer en jeu en rempart, mais il ne le fait pas, justement pour pouvoir l'envoyer à l'aventure plus tard. Et quand il sera banni, ça fera 2 de lore de plus. Donc là, qu'on peut déjà virtuellement estimer que Kiwi est à 7 en réalité. On va faire du lore avec tous ces personnages du côté de Buff pour pas être trop à la bourre non plus. Et remonter à 5. Attention quand même, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a potentiellement du soutien. Donc, faut éviter les lieux maintenant. On pose une Zaza en encre. Et on pose un Loulou sur le terrain. Le Loulou qui est très très bon dans ce format parce que 3-4 soutiens de lore sont des très bonnes stats. Pour le coup. Un soutien à 3 d'attaque, c'est quand même pas mal. Kida qui est ancré. Et pour 5, qu'est-ce qu'on va jouer de beau? Alors, on a toujours tué en main, mais c'est pas ouf. On a un Loulou. On va jouer Loulou aussi. Un peu bizarre du coup d'avoir voulu jouer Balou le tour d'avant alors qu'on avait un potentiel Loulou en main. On pourrait donner de l'attaque à Balou, donc attention, à tout moment, Balou pourrait avoir de l'attaque grâce à Loulou et faire des trucs. Et se bannir tout seul et gérer un personnage adverse, genre Kida. Donc on a 7 de l'or, donc si tu utilises Balou, faut pas utiliser ce tour-ci, ça veut dire que l'adversaire va passer un tout petit peu devant au prochain tour. Mais derrière, tu pourras gagner un peu de temps quand il viendra t'attaquer Balou, et que tu gagneras 2 de l'or en plus en te le faisant bannir. Moi j'aime bien le play de Kiwi pour l'instant, même si jamais je pense que Loulou T4 et Balou après, ça aurait été plus intéressant potentiellement. En même temps, non, d'un côté, Loulou, il aurait pas fait grand chose de tour en question, donc... Là, il lui manque juste des cartes à 5, ou à 6. Alors du côté de Buff, on a Loulou, voilà, Frisé, Elga, tout le monde va faire du lore, ça fait quand même 5 de lore. C'est pas dégueu, on monte à 10 déjà, donc ça va assez vite quand même, tour 5 d'être à 10 de lore, pour du construit tout du moins. Pour du scellé, décidément je confonds toujours les deux mots, hein, c'est incroyable. Mais pour du scellé, c'est quand même pas mal d'être à 10 aussi rapidement. Est-ce qu'il va avoir une carte à 5 intéressante à jouer, ou est-ce qu'il va monter à 6 dedans quand même? On a vu le Maui Baleine à 7. Oh, on entre un kit à 6. Mais c'est pour jouer quoi à 6 du coup? Bah un autre kit, mais le kit foil du coup, évidemment. Alors on aurait peut-être bien aimé jouer les deux. Hein. On aurait, je pense, bien aimé jouer les deux. Donc je sais pas quelle autre carte il a en main, mais ça doit être une non ancrable. Parce que là, clairement, tu ancres autre chose et tu joues kit puis kit. Et t'as tellement de l'or à table. Et il est déjà à 10. Hein. Il est déjà à 10 et le prochain tour, il va monter à beaucoup. Qu'est-ce qu'on joue tout au fond? On joue une Vaiana, donc c'est vraiment un gameplay insaisissable du côté de Kiwi. Loulou va partir à l'aventure, faire 2 points. Je pense que Balou va gagner l'attaque et partir gérer Kida. Voilà. Il n'est pas banni tout de suite, mais au moins il aura fait un peu de dégâts. On va faire les 2 de l'or en plus avec les personnages insaisissables. Donc monter à 11. Mais le problème, c'est que l'adversaire, il a plus de l'or en jeu. Par contre, il faut quand même mettre les dégâts à Balou. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez que vos dés passent bien en stream, prenez des dés avec un vrai contraste. Du sombre sur du clair ou l'inverse.
Je préconise même les dés blancs avec des points noirs ou les dés noirs avec des points blancs. Comme ça, vous êtes sûr qu'on les voit bien. Parce que là, les dés, ils sont peut-être très jolis IRL, mais on les voit pas du tout du roll stream. C'est catastrophique. Bon. Pour moi, quand même, Buff est en avantage. Parce qu'il a beaucoup de l'or à table. Il peut monter ce tour-ci quand même à 17 de l'or. Avec un kit alter qui va être embêtant à gérer. Alors qu'en face, on fait les lore peu à peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire 6 au prochain tour. Ce qui ferait monter à 17. Même si Bani Balou... C'est marrant comme mot ça, Bani Balou. On dirait une chanson pour enfants. Bani Balou dans son bateau, tout ça, tout ça. Mais voilà, on va monter à 17. Est-ce qu'on joue autre chose en plus? On joue un petit Jean Rempart, histoire de vraiment embêter jusqu'au bout, parce que 4 de vie, c'est quand même pas rien. Et en plus, ça peut gérer les insaisissables si jamais on le laisse tranquille. Mais là, je vois pas trop comment Kiwi s'en sort, parce qu'il y a quand même beaucoup de l'or en face. Il faut gérer absolument toute la table, quasiment. Il faut gérer Petit Jean, il faut gérer Kit, il faut gérer Loulou. Ça commence à faire du monde. Sauf que de son côté, il a des personnages insaisissables qui n'ont pas des masses de patates. Personne n'a 4 d'attaque dans son côté. Et Loulou, il a envie de donner des points à Balou d'attaque pour que Balou il puisse gérer quelque chose. Parce que là, entre le Petit Jean à 4 points de vie et le Kit à 5 et le Loulou à 4, il va devoir sûrement sacrifier une énorme partie de son board pour pouvoir gérer tout ça. Et du coup, il fera plus du tout les points suffisants pour pouvoir se maintenir à flot. Ah là, clairement, Buff qui a pris un avantage certain sur la game. Dommage pour le kit qui était posé en encre, mais force est de constater que ça suffit. Ça suffit. Bon, quand même, Kiwi qui doit être d'un côté assez content peut-être en regardant cette vidéo de se dire, bon, ok, la première, j'ai raté un l'oral, mais au moins, je l'ai gagné quand même, donc c'est pas si grave. Et là, ouais, le choix est difficile. Qu'est-ce que je ferais de mon côté? Déjà, il faut enlever les 4 du Petit Jean avant toute chose. Et il n'y a pas de moyen super efficace de faire ça parce qu'il n'y a pas un personnage à 1 d'attaque. Donc, non, ouais, le mieux c'est de mettre ça sur Balou, hein, parce que comme ça, Balou, au moins, il peut faire quelque chose, il peut attaquer. Je pense. Loulou sur Balou. Non, ouais, je sais même pas comment tu fais ça efficacement. Sinon, imaginons, il met Loulou sur Yago. Yago, il attaque Petit Jean. Balou, il peut rien faire. Derrière, il doit envoyer Vaiana et Tristecir sur Kit. Et il y a toujours les 4 de l'or en face. Je vois pas de solution, en fait. Il n'y a pas de bonne solution. Il faudrait un personnage avec 1 d'attaque. Si Balou avait 1 d'attaque, ça changeait tout. Est-ce que Balou pouvait gérer Petit Jean lui tout seul? Il va mettre les 3 sur... Non, mais je vois pas dans quel univers il s'en sort, en fait. Vraiment, là, pour moi, c'est... À moins qu'il ait une carte en main qui change tout. Pour moi, c'est foutu. Mais non, il y a un rempart. Oh, bah oui. Ah, voilà, il l'a vu, il y a un rempart. Et oui, il y a un rempart. Mais t'as déjà mis ta force. Donc là, l'adversaire, il peut très bien dire, bah non, trop tard, t'as mis ta force, c'est trop tard, tu peux pas revenir en arrière. Ah, voilà, il se rend compte que c'est foutu. Il se rend compte que c'est foutu. 1-1. Une game qui a été beaucoup plus rapide, du coup, une game de même pas 15 minutes, une dizaine de minutes à tout casser. Et donc on aura bien une 3e game et a priori une 3e longue game parce qu'il nous reste du temps de vidéo quand même. Je vous dis pas combien, évidemment le compteur de mon VLC Media Player est caché. C'est pour ça qu'il y a la petite barre noire en bas. 1-1, Kiwi, Buff. Et là, la dernière game, Kiwi va avoir peut-être l'avantage en étant premier joueur. À savoir que je ne suis pas sûr qu'en scellé, ça soit forcément un avantage. De mon expérience personnelle, dans les AP que j'ai fait, et bien mine de rien, la deuxième carte que tu gagnes en étant deuxième joueur et que tu enlèves... Pardon, la carte que tu gagnes en étant deuxième joueur et que tu enlèves à l'adversaire en étant deuxième joueur, il y a clairement des games où ça change beaucoup de choses. Autant en construit être premier joueur semble être un avantage certain avec des stats qu'on a vu de 64% de win rate. Attention, ça reste du Pixelborn, vous connaissez mon avis sur Pixelborn, ce n'est pas la même méta. J'aimerais bien avoir les stats de Vernon sur les premiers joueurs. Je pense clairement que je vais encourager les gens à Aulnay d'essayer de mettre des stats en fait. Peut-être que je vais monter un Google Doc ou un truc pour avoir ces stats là en fait d'un gros tournoi de 250 joueurs environ. Et d'avoir les stats de, combien de games tu gagnes en étant premier joueur. Et pas de BO, vraiment de game en tant que premier joueur. Je serais très curieux d'avoir les stats sur un gros tournoi comme ça. Mais là donc,
Kiwi qui va faire le choix, j'imagine, de partir premier parce que c'est le choix que beaucoup de gens font. Mais voilà, comme je disais, moi, les games que j'ai gagnés dans mes AP, c'est les games où j'étais deuxième, hein. Sauf quand j'avais des tours 1 incroyables comme Pluto ou les manoirs ou le pays imaginaire qui font que tu peux vraiment faire énormément de points ou énormément d'avantages si jamais t'es premier joueur. Auquel cas, si j'ai ça si jamais je vois que je peux avoir ça, je pars premier. Mais dans la première AP, j'ai fait 2-2. Et les 2 games que j'ai gagnés, c'est des games où je m'étais mis moi-même deuxième joueur. Et dans l'autre AP, je fais 3-1. Je ne gagne pas. Je fais un bon résultat. Ah non, il y avait 5 ronds. Non, je fais pas 3-1. Il y a un truc genre ça rond, donc je fais 4-1, un truc comme ça, ou 5-1, je sais plus. Il y avait beaucoup de rondes. Et du coup, je sais pas si j'étais premier ou pas d'ailleurs, j'ai pas regardé le résultat du tournoi. Je sais pas si quelqu'un a fait full victoire, mais je devais être quand même assez haut placé sur la deuxième AP. Et après l'AP Tic Tac, l'AP de 2v2 qu'on fait à Trollune, qui est un format très très cool si vous connaissez pas le format Tic Tac. Où avec ma collègue Anne, on a fait des matchs vraiment très très cool et où le lieutenant Rourke s'est illustré en tant qu'MVP du tournoi, très clairement. Petite dédicace à Swed et à Kirae qui en ont fait les frais. C'était une partie. Non, c'était pas Swed, pardon. Si c'était Swed, je sais plus. Si, je crois que c'était Swed et Kirae. Donc dédicace à vous les gars si vous écoutez ça. Le lieutenant Rourke qui, sans déconner, a enlevé 20 points de l'or à nos adversaires et nous a donné la win au tour près. C'était une game vraiment incroyable. Bon, alors ça mélange. J'espère qu'ils vont pas mettre Milan non plus à mélanger quand même. Alors je vois l'heure et je me dis que je suis plutôt ok niveau timing pour pouvoir peut-être sortir la vidéo le jour même où je la monte. Parce que là après je vais monter ça, mais monter ça c'est très rapide parce que j'ai pas de carte à mettre. Et quand j'ai pas de carte à mettre, je vous jure que c'est un sacré soulagement. Et j'ai même pas de cut à faire ce coup-ci, contrairement à l'autre vidéo. Donc vraiment là je vais être bien. On va juste mettre l'intro, mettre le petit logo Ketal et envoyer ses pesées sur YouTube. Donc avec un peu de chance, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez au moment où elle sort, bah vous aurez le plaisir, l'immense privilège de savoir que j'ai commenté ça 1 ou 2 heures avant. Pour vous donner une idée, là, actuellement il est 16h le mardi. Alors, Scroop qui est ancré. Pardon, excusez-moi, j'ai pas regardé les angles, j'étais en train de penser à autre chose. Mino jouait du côté de Kiwi, donc il est bien premier joueur. Et Kida jouait du côté de Buff, qui est deuxième joueur, qui a une carte en plus, mais qui joue derrière. Est-ce qu'on va refaire le trade Milo contre Kida? Je rappelle, pour moi, évidemment, là, Kiwi, en tant que premier joueur, il peut envoyer Milo à l'aventure, parce que ça laisse à Buff le choix derrière. Mais, s'il n'a pas de tour 2, il vaut mieux pas l'envoyer à l'aventure. Parce que ce serait trop facile pour Buff de le gérer et d'ailleurs d'avoir l'avantage sur le terrain. Et le point de l'or que tu ferais n'en vaut pas la chandelle. Pour 2, le fameux Simba qui fait 3 de l'or. Alors, oui, si ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que potentiellement, si jamais Buff n'a pas de T2 en face, bah, il pourra pas gérer Simba derrière, donc il devra garder Kida debout, donc ça fait un point de l'or gratos. On ancre un Puppy, donc il a un T2. Parce que sinon, il n'y aura pas de jeu de Puppy. Et on va jouer Razul, très bon Razul, et voilà, on va envoyer Kida. Après Razul face à Simba, c'est un peu dommage parce que tu vas prendre un dégât sur Razul et donc il va devenir 1-3, ou plutôt 1-2 en l'occurrence. Donc, pas le meilleur T2 à poser. Je sais pas, en vrai, si le Puppy c'était pas mieux que Razul à ce moment-là, pour gérer Simba. Je pense vraiment que le Puppy c'était mieux. On va ancrer un frisé, parce que le frisé c'est nul, je sais même pas pourquoi vous voulez rentrer dans les decks. Donc vous avez vraiment pas de personnage à 4. On va... Ah, pas de T3. Attendez, il a pas de T3 vraiment, là, du tout? Oui, s'il n'y a pas de T3, ça fait mal. Est-ce qu'il a un T3 ou pas? Il va faire de l'or. Attends, ah, si, c'est bon, il a un T3, il a un T3. Ah, ouais, il réfléchit, donc il a un T3. Mais donc, Simba va faire du lore. S'il a un rempart, ça serait incroyable. Un petit Amadou gentil là, Elga, c'est pas mal non plus, Elga, parce que bah, Razul, il va prendre son dégât en gérant Simba, il va devenir 1-2, parce qu'il aura déjà pris un dégât. Et du coup, bah, Elga, elle peut le gérer très facilement. Ou même elle n'a pas besoin de le gérer, en fait. Il devient vraiment inoffensif.
Parce que si jamais il y a bien un tour 3 du côté de Buff, eh bien on n'a pas envie d'envoyer Helga à l'attaque parce que sinon elle pourra se faire gérer trop facilement. Elle qui a d'excellents stats quand elle attaque, mais pas quand elle reçoit l'attaque. Je rappelle qu'elle a offensive 2, donc elle est 2-4 en temps normal, mais elle est 4-4 quand elle attaque. Alors, du côté de Buff, qu'est-ce qu'on joue de beau? Bon, déjà, on va voir quelque chose. Là, le choix, il est clairement au niveau de l'encre. Et en vrai, dans ce format-là, c'est vraiment important de savoir quoi ancrer parce que entre tel personnage, il pourrait m'aider contre les insaisissables, tel personnage est insaisissable, il pourrait faire des points, tel personnage pourrait mettre moins 2 d'attaque. Enfin, il y a plein d'effets potentiels. On pose A. Ok. On pose l'eau plus purificatrice pour soigner Azul du dégât qu'il a pris face à Simba. Donc il reste 3-3. Je sais pas si je suis très fan. Mais du coup, on va le gérer. Bah oui. Attendez, il était toujours incliné. Oui, ok, c'est ce tour-ci. Oui, non, c'est normal, c'est normal. Il vient d'attaquer Simba, donc c'est normal. Et on pose un petit Jafar, et Jafar, il est 2-2 pour 3, et quand on le joue, on fait l'équivalent du chaudron. On garde les 2 premières cartes du dessus de son deck, on choisit quelle carte on laisse au-dessus, quelle carte on met en dessous. Donc on choisit sa pioche pour le prochain tour. Voilà, on choisit en dessous, on choisit au-dessus, très bien. Donc là, bah vraiment, l'eau purificatrice du côté de Buff était vraiment pas folle. Kiwi a un immense avantage sur le board. Il a 2 personnages, dont une Helga qui va être en pleine forme et qui va se redresser sans trop de mal, a priori. On ancre un kit du côté de Buff, c'est dommage, on aime bien jouer les kits plutôt que les ancrer. On va jouer Lithos qui est cool aussi parce que c'est 4-1 résistance 2, donc c'est virtuellement une 4-3. Et il peut donner résistance 2 à un autre personnage, ou à lui-même. Donc il y a des choses à faire. Alors, on pourrait envoyer le Jafar, mais si on envoie le Jafar, Lithos pourra le gérer sans problème et ce serait dommage. Helga peut gérer Lithos, mais si elle le fait, elle se fait gérer en retour, elle se fait bannir en retour. Lithos, c'est une bonne carte, hein. Franchement, y a des trucs à faire autour. Le fait d'avoir résistance 2 plutôt que 3 points de vie est vraiment intéressant parce que tant que les adversaires ont 2 d'attaque, bah on peut les enchaîner à l'infini. Et la reine, c'est pas mal parce que la reine, ça peut gérer Lithos aussi. Donc on pose un peu des problèmes. Là, on peut très bien partir à l'aventure, se dire je vais prendre une carte, mais d'ailleurs, je vais envoyer la reine pour gérer Lithos. Mais voilà, c'est un peu dommage, ça voudrait dire que l'adversaire peut gérer 2 cartes avec une seule. Donc on va plutôt juste passer le tour. On a 4 de l'or, on a du board, on peut se permettre. Mais ce Lithos pose problème, parce que bah, du côté de Kiwi, 2 de ces personnages qui auraient pu faire du lore, bah, peuvent pas. Parce que sinon Lithos les gère trop gratuitement. Pour 5, qu'est-ce qu'on a? Un petit Billy Bones? Non, un Simba. Simba qui est intéressant aussi, parce que c'est des bonnes stats, et encore une fois, bah là, même la reine ne peut pas aller gérer le Simba. Hein. Quand vous jouez en construit, encore une fois, le card d'avantage est méga important, donc avoir juste des personnages qui ont des bonnes statistiques et qui peuvent donc enchaîner les défis en entraînant 2 personnages adverses dans la tombe plutôt qu'un, c'est super efficace. Et c'est, à mes yeux, la meilleure manière de jouer, juste prendre des personnages avec un bon rapport coût-efficacité, ou plutôt coût statistique, et juste, vous prenez les défis de la meilleure manière que vous pouvez. Si chacun de vos personnages gère 2 personnages adverses, vous allez gagner. C'est mathématique, hein. Vous utilisez 2 fois moins de cartes. Balou en rempart, intéressant, parce que ça forcerait Lithos ou Simba de partir faire des trucs. Les 2 lords de Jafar, on va monter à 6. Est-ce qu'on envoie aussi la reine? Je pense que ça vaut le coup. Helga, pas forcément. Quoique la reine se ferait gérer par Simba, ce serait un peu dommage. Là, on veut forcer le fait d'incliner les personnages en face. Le problème, c'est que Simba, quand il bannit un adversaire, il peut dire à un autre personnage « tu n'attaques pas ». Et donc, on pourrait empêcher la reine ou Helga d'attaquer. Et donc, choisir quel personnage ira s'écraser contre Lithos, a priori. Donc, c'est pas une mauvaise idée en soi, comme façon de forcer le trade. Surtout qu'on prend un peu l'avantage en termes de lore à ce niveau-là, parce que là, il y a Balou sur le terrain, donc en fait, il est déjà à 8 Kiwi dans l'absolu. Mais... l'adversaire, il n'allait pas partir à l'aventure de toute façon, donc il y avait le temps en fait. Il y avait le temps. Ah, belle Marianne, ça va être embêtant potentiellement. Alors attends, on met moins 2 d'attaque à Jafar, mais ça on s'en moque. Parce qu'en vrai, on pouvait envoyer Simba sur Balou et Lithos sur Jafar, il prenait rien. Hein.
Belmarian est embêtant plus par rapport à ses stats que par rapport à sa capacité. Là, tel quel, la capacité ne change pas grand chose. On va mettre les 4 dégâts de Lithos dans Balou. Et oui, il y a rempart, attention. Voilà. On met 2. Ensuite, on envoie Simba sur Jafar. Et on va dire à un autre personnage, tu ne peux pas attaquer. Ce sera Elga. Alors, de mon point de vue, c'était plus intéressant de bloquer la reine pour forcer Elga à attaquer. Quoique non, oui, non, ouais. Oui, non, c'est pas une mauvaise idée en soi, parce que la reine, comme ça, si elle attaque Lithos, t'es sûr de la gérer, ses 3 points de vie seront pas embêtants. Elga, elle fera 4 attaques aussi, mais si jamais elle fait autre chose, elle aura moins de stats. Non, c'était complètement valide de dire, non, mais vas-y, on va plutôt dire que la reine peut... Enfin, c'est la reine qui doit attaquer. Si tu veux gérer Lithos ce tour-ci, en tout cas. Parce que si tu gères pas Lithos ce tour-ci, bah en face, Simba, il va pouvoir enchaîner les attaques, il va pouvoir enchaîner les défis. Avec Belmarian à côté, en plus, pour faire du lore. C'est... Le play Belmarian, c'est pas tant vraiment la capacité qui est embêtante, hein. C'est juste que ça a de la stat et de l'or, hein. Et on va jouer à son tour Belmarian. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous trop d'attaques et qu'il n'y a aucun monde dans lequel ça survit. Ah si, bah si, avec la reine. Du coup, la reine, elle survit à un point de vie. Évidemment. Et du coup, ça valait plus le coup de forcer Elga à attaquer. Parce qu'elle serait morte. Enfin, elle serait fait bannir quand même. Donc au final, ça aurait été mieux. Maintenant, Simba va pouvoir potentiellement attaquer la reine et forcer un autre personnage à ne pas pouvoir attaquer le prochain tour. Sûrement de nouveau Elga, je pense. Comme ça force Belmarian à attaquer si on veut gérer Simba. Voilà. Ça me paraît le plus logique. Belmarian peut faire ses 2 de l'or. Après, là, du côté de Kiwi, ça peut être intéressant de faire le full trade. Il a un tour d'avance, mais il a beaucoup de moins de cartes en main quand même. Ah, il y a une Nani. Oh, la Nani, comme elle change tout. Et on ancre un Mickey qui gagne de la force avec les lieux. Mickey alpiniste, entre guillemets. On a un Archibald Gripsou du côté de Kiwi, mais c'est pas foufou en termes d'attaque. Et sauf qu'en face, on a posé des personnages avec 6 de vie, ça devient compliqué. Fifi pourrait peut-être aider avec son soutien. Voilà, mettre un petit soutien sur Belmarian, ça peut être intéressant. Même si Fifi, bah, son problème, c'est qu'il a que 2 de force. Donc c'est pas un soutien de ouf, contrairement à un Loulou. Je trouve que Fifi, vraiment, il est pas si fou que ça. Et surtout pour 3, bah en fait, des bons personnages à 3, il y en a déjà tellement dans le jeu que Fifi, bah, il tient mal la comparaison en fait. Alors du coup... Ah ouais, maléfique. Voilà, c'est dur. Voilà, c'est compliqué. La maléfique de 3 qui va faire piocher, qui va pouvoir permettre de faire de meilleurs trades, qui va pouvoir enlever les dégâts de Simba pour les mettre sur Elga Sinclair et donc la faire bannir derrière. Voilà, autant sacrifier Elga parce que de toute façon, elle ne passera pas le tour. Donc on va sûrement utiliser le soutien de Fifi sur Elga pour qu'elle puisse monter à 6 attaques en attaquant. Non, sur Elga. Quoique, ça change rien. Ah, quoique sinon, il a raison. Non, c'est un meilleur play, Tu le fais sur Belmarian, parce que Belmarian, comme ça, elle survit à son attaque. Mais Elga envoie là, ouais, mais après elle survit, mais de toute façon, Simba va se faire gérer aussi. Mais là, voilà, son but, c'est peut-être d'attaquer Simba derrière, et ouais. Si, c'est bien comme ça, parce que... En vrai, il a mieux joué que ce que j'aurais fait, parce que moi, j'aurais peut-être attaqué Belmarian, mais... Bon, après, je suis pas à la place et tout, forcément. Donc ça change des choses. Mais oui, non, c'est mieux comme ça, il n'y a pas de dégâts à transférer du côté de Maléfique. Donc cette capacité ne sert pas. Maintenant, elle va quand même sûrement partir à l'aventure. Ah bah si, il va y avoir des dégâts à transférer. Parce que Belmarian va prendre volontairement des dégâts en gérant Fifi. On va partir à l'aventure. Et avec le petit point de dégâts transférés de Belmarian à Belmarian, eh bien, normalement, ça l'a banni, si je me trompe pas. C'est ça. Non? Si, il me semble bien, il avait attaqué un truc à 3. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, la Belmarian en face n'a plus qu'un dégât et elle pourra le mettre sur quelqu'un au prochain tour. Si elle a encore envie, même si à mon avis, c'est plutôt Archibald Gripsou qui va faire quelque chose. On va ancrer un Pandar ou un Igdouille, j'ai pas eu le temps de voir lequel des deux c'était. Et on va jouer un Starkey. Alors Starkey, c'est vraiment pas ouf, parce que y a le roi lui est littéralement mieux. Après, si t'as rien trouvé dans tes boosters, ça reste un personnage qui a de très bonnes stats et 3 de lore, donc ça fait un taf monstrueux. Parce qu'on le voit pas, mais depuis tout à l'heure, mine de rien, Buff, il est en train de remonter au lore. Hein. Vu que Kiwi est sur la défensive et qu'il est forcé d'attaquer, et qu'il joue un personnage par tour, mais vous voyez, en fait, là où... Ouais, on va attaquer Maléfique directement, on n'attaque même pas Belmarian pour essayer de prendre le trade, hein. Là c'est vraiment, on attaque Maléfique parce que c'est beaucoup trop dangereux. Mais voilà, c'est le mal est fait, parce qu'elle a fait piocher une carte, elle a déplacé un dégât qui a permis de faire un bannissement.
Le bleu lumière qui va permettre d'avoir une autre carte en main et de faire encore un point d'encre. Potentiellement si on joue le Maui à 8, on sait jamais. Maui à 7. Donc oui, non, ça monte à 8 d'encre, mais faut voir pourquoi. Mais bon, dans tous les cas, se piocher une carte, donc ça reste rentable. Et le Starkey qui pourra prendre les défis très facilement derrière. Mais ouais, Buff, il est en train de remonter au lore, clairement. Et ce que je disais, oui, c'est que la différence dans les deux, là, pour l'instant, bah, mine de rien, c'est quand même que bah, Kiwi, son deck, a l'air d'avoir beaucoup plus de personnages à 3, 4 que son adversaire. Là où son adversaire, il a beaucoup plus de personnages à 5, 6, voire même 7. Et donc, bah, naturellement, il y a un moment où si jamais ton deck, il a assez de gros personnages, tu en pioches plus, et donc, bah, tu t'en sors mieux. Après, ça, on ne connaît pas les compositions des decks. J'avais pris des photos des compos des decks, mais je ne sais pas si ça va être si utile que ça de les montrer. Starkey qui va prendre le trade, histoire de, mais ça veut dire que plutôt pourra gérer Starkey au prochain tour, ce qui est un peu dommage. Parce que c'est quand même 3 de l'or. Quand elle a l'avantage en lore et en board, fais du lore. Hein. Laisse Archibald Gripsou venir s'empaler chez toi. De toute façon, avec ses 4 points de vie, il survivait à aucun de tes personnages. Clairement, là, Starkey et Belmarian font du lore et YOLO. Hein. Pas besoin de plus. Hein. En face, ça a toujours peu de lore. Voilà, ça a que des petites cartes, que des petites cartes de ma team. Elga Sinclair qui est intéressante quand même parce que le personnage qui va l'attaquer va se faire bannir. Mais le problème, c'est qu'en fait, du côté de Kiwi, non seulement il n'a pas le board parce qu'il a moins de gros personnages que son adversaire, mais en plus de ça, il a moins de lore. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que là, Buff, il peut juste envoyer Belmarian à l'aventure et puis voilà quoi. Le personnage qui va la gérer, bah, se fera gérer à son tour. Les cartes comme Elgin Sinclair ou le Cheshire sont utiles si tu es devant en lore, parce que tu forces l'adversaire à devoir les gérer, à devoir les bannir, sinon tu gagnes la partie. Et ce faisant, il va perdre des personnages. Mais là voilà, il n'a aucune raison de faire autre chose. Même Zaza, si elle attaque Elga Sinclair, bah, elle la gère pas non plus. Et on pose des personnages derrière pour faire plus de lore. À son tour quand même, à Buff, au bout d'un moment d'avoir des petits personnages à la main. Kiwi est top deck, il a pioché une carte et il la garde en main. J'ai pas l'impression qu'il la joue, c'est peut-être une carte qui était trop chère pour le coup. Zaza qui va gérer Belmarian parce que c'est quand même 2 de l'or en face. Mais il y a toujours 3 de l'autre côté, donc oui, ton Elga elle est bien mignonne, elle est bien gentille, mais elle fera rien. Elle fera rien du tout. Pire que ça, ça peut être Tristocir qui va sur Elga et du coup, bah, de toute façon, il se faisait bannir, donc sa capacité sert à rien. On va jouer un frisé juste pour les stats, hein, et on va continuer à faire du lore, je pense. Ah, mais attends, c'est un... Ah, c'est le perso qui a soutien, c'est même pas un puppy. Non, non, c'est... je sais plus. C'est Rolly, je crois. Ouais, je crois que c'est Rolly. Qui a soutien. Mais là, c'est pas utile de faire soutien, mais c'est juste, bah, voilà, tu pars à l'aventure avec tout le monde, tu fais 3 points, tu prends l'avantage, tu passes à 15, et puis voilà, quoi. Ah là là, je repense quand même tout à l'heure au mauvais calcul. Aïe, 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 on ancre. Ok, pour 6, c'est Robin des Bois. Non, c'est... Ah, pas mal, ça. Mr. Snoops, qui a quand même 8 de vie et 2 de l'or. Mais je pense que la course est quand même bien trop en avance du côté de Buff, qui ce tour-ci va monter à 19. Et du coup, oh, le kit hors d'atteinte quand tu montes à 19, c'est terrible. Là, bah, Kiwi doit gérer l'intégralité du board adverse. N'ayant pas de soyez prêt en main. C'est fini. Et c'est donc Buff qui remporte cette édition du tournoi scellé du vendredi à Cannes pour le Festival international des jeux. Belle game de Buff, beau deck, avec pas mal de cartes intéressantes. On voit quand même que la force du scellé, c'est vraiment de pouvoir faire des trades de manière la plus efficace. Et que le joueur qui gère le mieux ses trades, le joueur qui gère le mieux ses personnages, va en général prendre un avantage qui va lui permettre de gagner la partie derrière. Donc voilà, 1h08 de vidéo, hein. C'est pour ça que cette vidéo j'ai mis du temps à le faire, c'est parce que jusqu'à maintenant j'étais pas assez en forme pour partir sur 1h08 de commentaires quand même, ce qui est assez compliqué. J'espère que ceci vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On va parler pas mal de compétition en ce moment, on va parler pas mal de qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort. J'espère que ça va vous plaire. Et si jamais tout va bien, ce samedi marquera le retour des quêtes analyses avec des cartes du chapitre 3. J'ai déjà une idée de ce dont je vais parler, mais je vous laisse proposer potentiellement en commentaire déjà de cette vidéo des cartes pour le chapitre 3. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.